La crise à l'est de la RDC bat son plein et c'est au tour finalement des pays limitrophes de venir à l'aide de la RDC, mais aussi du Rwanda au travers du M23. Est-ce que les pays de la sous-région ont réellement les moyens de faire freiner cette crise? Est-ce qu'il s'agit juste d'une réunion de plus? Au terme de cette réunion, ils ont sorti un communiqué qui finalement laisse les uns et les autres sur leur faim, parce qu'on ne semble pas voir dans ce communiqué de véritables mesures qui parviendraient à contraindre les deux parties à déposer les armes. Qu'en est-il de la lisibilité de la position de la RDC, le président congolais, qui est très impliqué dans cette situation, qui d'ailleurs s'exprime beaucoup sur la question, était, alors même que ce sommet se tenait au Tchad, pour probablement chercher un soutien militaire. Et cette position, bien évidemment, rend un peu plus difficile la compréhension même et la lisibilité de l'action de la RDC. Dans tous les cas, on va aborder tous ces sujets dans cette vidéo avec notre spécialiste Patrick Beko, qui va nous expliquer, d'après lui, comment il analyse ce sommet des chefs de l'État de cette sous-région, mais aussi finalement, pourquoi est-ce que, et c'est la question centrale, un petit pays comme le Rwanda parvient à mettre à terre, à genoux, en tout cas, un grand pays comme la RDC, malgré d'ailleurs quelques soutiens que celui-ci peut recevoir d'autres de ses alliés. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV berline, en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, comme un investissement, sachez qu'on construit de très belles villas duplex à Bingerville à partir de 42 millions de francs CFA. La particularité, c'est que désormais, les paiements sont échelonnés sur 2 ans pour certaines d'entre elles. Donc n'hésitez pas à nous contacter si cette offre vous intéresse. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Philippe. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour continuer de parler de l'actualité triste à l'est de la RDC et notamment du sommet sous-régional qui s'est tenu, auquel ont assisté plusieurs chefs d'État afin de discuter de la situation particulièrement préoccupante en RDC, entre le gouvernement de RDC, le M23 et son soutien principal qui est le gouvernement rwandais. Déjà, est-ce que, d'après toi, comment tu analyses ce sommet? Est-ce que c'était une bonne chose que ces chefs d'État se réunissent? Bonne chose dans le sens de ce que c'est pas juste une réunion pour la forme. Est-ce qu'il peut réellement en sortir quelque chose de bon? Non, si on lit le communiqué final de ce sommet, de ce mini-sommet, si on peut appeler ça comme ça, on ne découvre pas grand-chose, hein, à part tout ce qui a été dit lors du sommet de Luanda, non, lors des résolutions qui ont été prises par rapport aux discussions de Luanda et de Nairobi. Donc en réalité, les chefs d'État n'ont fait que reconfirmer ce qui a été dit en demandant aux uns aux autres de taire les armes pour privilégier la voie de la paix. Donc des discussions, mais personnellement, il n'y a rien de nouveau, ce qui a été dit. Alors, pour pouvoir faire changer le cours des choses, il faut avoir des moyens de pression. Est-ce que ces dirigeants ont des moyens de pression sur les deux parties, ou les trois, parce que finalement, il y a le MV3, l'État du Rwanda, l'État de la RDC. Est-ce que la sous-région a des moyens d'imposer des solutions? Oui, mais je crois que d'abord, le 1,23 dans ces discussions n'existe pas. On en parle, mais en réalité, c'est une discussion qui concerne la RDC, le Rwanda, en réalité. Maintenant, est-ce que les pays de la région ont des moyens? Oui, la vraie question est pourquoi est-ce on laisse un pays, en l'occurrence le Rwanda, déstabiliser l'autre pays ou pourquoi on en revient tout le temps aux discussions liées à Nairobi, aux discussions de Nairobi ou de Luanda. C'est ça la vraie question. Et si la réponse, elle est simple, hein, parce on peut faire la leçon à l'EAC, donc la communauté des États d'Afrique de l'Est, et à la SADC, donc la communauté des États d'Afrique australe, qui étaient réunis, parce qu'en fait, les deux communautés ont été réunies parce que la RDC en fait partie. Donc la RDC est membre de la SADC et aussi de l'EAC depuis, je crois, 2020. Je crois. Donc, depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors, il faut comprendre que les deux organes sous-régionaux avaient déployé des hommes à l'est de la RDC. D'abord, l'EAC, et puis après, ils n'ont pas eu à combattre les forces du M23 au grand déplaisir aux grandes dames du gouvernement congolais qui a décidé de se tourner vers la SADC.
qui a déployé des hommes. On sait que les forces sud-africaines, les militaires sud-africains sont morts lors de la bataille de Goma et tout ça. Donc, tout ça permet de comprendre, ça permet de comprendre pourquoi les deux grands groupes sous-régionaux ont été réunis. Maintenant, la question est pourquoi est-ce qu'on n'a pas de véritable résolution contraignante? Là, on peut dire que les responsabilités sont partagées. On peut dire qu'il y a une absence de volonté, certes, mais il y a aussi une absence de cohérence du côté congolais qui permet de comprendre le comportement de ces pays-là qui appartiennent à ces deux grands groupes. Pourquoi? Vous allez voir que dans le communiqué conjoint qui est sorti, on exhorte la RDC et le Rwanda à peser à terre les armes pour privilégier la voie de la discussion, de la négociation. Pourquoi est-ce qu'on le dit? On demande aussi à la RDC de négocier avec l'M23. Pourquoi? Simplement parce que la RDC, Félix Tshisekedi, est celui qui est allé dire à ses autres chefs d'État que ces gens étaient des Congolais, le M23. Donc, du coup, la question a cessé d'être une question sous-régionale ou régionale pour devenir une question congolo-congolaise avec une implication conséquente rwandaise. Et donc, le Rwanda a réussi de ce côté-là à embarquer le Congo dans un jeu vicieux en disant oui, mais c'est une question entre les Congolais, tout en utilisant d'autres arguments pour intervenir. On en a parlé dans l'émission précédente. Donc, on est devant une situation où les pays de la SADC et de l'EAC se posent la question de savoir s'il faudra intervenir contre le Rwanda quand ce Rwanda est censé être non pas directement impliqué, mais indirectement impliqué dans le conflit au Congo. Vous comprenez? Oui. Parce que le conflit étant présenté comme une affaire congolo-congolaise, la présence du Rwanda devient secondaire, alors qu'en réalité, c'est une présence qui est majeure, le M23 n'étant qu'un détail de l'histoire dans ce conflit, dans cette guerre de déstabilisation du Rwanda contre son grand voisin. Et donc, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont adopté une lecture des événements qui rend impossible des sanctions contre le Rwanda, ou difficile des sanctions contre le Rwanda. Alors, quel est le rôle de l'Afrique du Sud quand on sait qu'elle était prépondérante dans l'ancien conflit entre... déjà, pourquoi l'Afrique du Sud, qui est quand même un peu loin de cette zone, se retrouve à venir intervenir en RDC? Mais l'Afrique du Sud intervient dans le cadre de la SADC. Il ne faut pas l'oublier. Le Congo est membre de la SADC. Lorsque l'un des États membres est agressé ou est attaqué de l'extérieur, les autres États membres doivent lui apporter assistance. C'est un peu comme l'article 5 de l'OTAN, hein, dont on parle souvent. La SADC a un article similaire, assez similaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a vu des pays de la SADC intervenir aux côtés du Congo en 98. Lors de la Deuxième Guerre du Congo, lorsque l'Ouganda et le Rwanda ont décidé d'attaquer le Congo avec le soutien des États-Unis, les pays de la SADC sont eux qui ont sauvé le pouvoir de Laurent Désiré Kabila à l'époque. Ils ont encerclé le Rwandais. Les Zimbabwéens sont intervenus avec les Angolais et les Namibiens. Ils ont encerclé les Ougandais, les forces rwandaises et ougandaises au niveau de Banana et de Kitona. C'était la raclée. C'est d'ailleurs les États-Unis qui sont intervenus à l'époque pour demander aux Zimbabwéens et aux Angolais de laisser les Rwandais et les Ougandais sortir, surtout les Rwandais sortir. Et donc, c'est dans ce cadre-là. À l'époque, l'Afrique du Sud n'était pas intervenue parce que l'Afrique du Sud soutenait à bas bruit le Rwanda. L'Afrique du Sud, le président Mandela, à l'époque, soutenait le Rwanda et l'Ouganda et leurs parents américains. Aujourd'hui, c'est différent. Le président Ramaphosa, lui, a décidé de se mettre du côté du Congo et d'intervenir. Mais ils sont intervenus pour ramener la paix, normalement, selon les termes officiels de l'intervention des forces de la SADC. Le problème, c'est que, encore une fois, ces forces se sont retrouvées devant une situation un peu compliquée dans la mesure où la posture du gouvernement congolais est tout aussi problématique. Il n'y a pas de lisibilité du côté congolais. Et or, en diplomatie, justement, une vraie diplomatie, c'est trois principaux critères de mon point de vue. Il y a la lisibilité, on doit être capable de savoir ce que vous faites, où vous allez. Il y a la prévisibilité, parce que de la lisibilité vient une certaine prévisibilité. Quand on connaît vos positions, on sait à quoi s'attendre. Et de cette prévisibilité, de cette visibilité, il y a la crédibilité. C'est-à-dire que vous êtes crédible en fonction de la posture qui est la vôtre et de son articulation. Le problème du côté congolais est qu'il est difficile de savoir ce que nous voulons. D'une part, nous avons dit que c'était les M23, ce sont des Congolais. Donc, nous avons rendu le conflit régional national dans la mesure où le Rwanda n'apparaît pas, comme je l'ai dit, comme l'État agresseur, mais comme l'État qui soutient les Congolais qui se battraient
pour revendiquer des droits au Congo. Donc, c'est un conflit, soi-disant conflit congolo-congolais avec une implication rwandaise. Ce n'est pas un conflit régional. Vous comprenez la Mhm. nuance qui intervient là? Alors qu'on a affaire à une guerre d'agression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand nous avons dit ça, nous avons dit oui, les Banyamulenge sont des Congolais. Et puis après, Félix Tshisekedi va dire, ah oui, mais c'est le Rwanda qui nous agresse. Oui, mais si c'est le Rwanda qui nous agresse, le 1-23 apparaît comme étant un détail de l'histoire, comme étant un sous-traitant de la main rwandaise. Dans ce cas-là, il faut entamer des discussions avec le Rwanda sur une nouvelle base, sur un nouveau narratif, pas sur le narratif d'un conflit congolo-congolais. Donc tout ça permet de comprendre un peu le flou qui entoure aussi la position de la RDC. Et je finis par dire que Félix Tshisekedi, pardon, le président nous a dit il n'y a pas longtemps que le 1-23 était soutenu par Kabila, l'ancien président. Donc au final, on ne sait pas si c'est Kabila, c'est les Rwandais, c'est les deux, ou c'est les... Vous comprenez? Mais tout ça rend difficile la lisibilité de la position congolaise. Et vu que la lisibilité est difficile, on a du mal à prévoir, et c'est la crédibilité de la parole de la RDC qui est remise en question. Et tout ça permet de comprendre la posture des États, de l'EAC et de la SADC quand vient le temps de traiter de cette question après la prise de Goma. Alors, je veux qu'on ait un peu les positions des différents acteurs autour de la situation en RDC. Les États-Unis, sous Biden, étaient clairement contre le Rwanda. Et le président rwandais, dans son interview à Jeune Afrique, disait qu'il espérait que la nouvelle administration, celle de Trump, serait plutôt de son côté à lui. Quelle est la position des États-Unis aujourd'hui? Sachant que c'est un pays qui souffle le chaud et le froid. Aujourd'hui, peut être le Rwanda, demain contre le Rwanda. La position des États-Unis sous Biden était assez ambiguë. Il est vrai que le département d'État s'était montré critique à l'égard du Rwanda. D'ailleurs, c'est une chose que j'explique beaucoup pardon, dans mon dernier livre. Les États-Unis avaient une position ambiguë parce que le département d'État se montrait critique à l'égard du régime rwandais, mais le département de la Défense a développé des rapports importants avec le gouvernement de l'armée rwandais, ce qui fait que le département d'État, pardon, a une position assez ambiguë et a parfois équilibrée dans le règlement de la crise qui oppose la RDC au Rwanda. Maintenant, Donald Trump, lui, est tourné vers l'Ukraine à court terme et vers le Pacifique. Ce qui intéresse Donald Trump aujourd'hui, c'est la Chine. C'est sa priorité, c'est la priorité des priorités. Et donc, l'Afrique est reléguée dans ce grand plan. Et ça, je crois, l'arrivée de Donald Trump est un élément essentiel qui permet de comprendre aussi l'offensive rwandaise à Goma. Parce que pendant longtemps, les Rwandais se sont approchés de Goma sans nécessairement vouloir la prendre, sans vouloir investir cette ville-là importante. Mais avec l'arrivée de Donald Trump qui est tourné vers l'Ukraine et puis la Chine, le Rwanda selon ses dirigeants, je pense, s'est senti libre d'intervenir beaucoup plus vigoureusement en RDC pour établir une situation de fait qui va lui permettre d'avoir l'ascendant sur le gouvernement congolais au moment des négociations politiques. Parce qu'au final, l'objectif poursuivi par le Rwanda, c'est d'atteindre des objectifs politico-militaires ou politico-sécuritaires, si vous voulez. Comme j'avais dit précédemment dans l'émission que nous avons faite, il faut s'emparer d'une partie du Kivu, injecter une partie de la population Tutsi ou rwandaise dans cette partie du Kivu et continuer à piller, à contrôler les ressources naturelles du coin. Et donc avec Trump, c'est beaucoup plus faisable parce que cette administration américaine est tournée à court terme vers l'Ukraine et à moyen à long terme vers la Chine et d'autres enjeux mondiaux. Alors, quelle est la position des autres acteurs sous-régionaux? Le Burundi, par exemple. Le Burundi, Le c'est le Burundi seul semble pays être le pays qui a clairement pris cause contre le Rwanda. pour la... Oui, le Burundi, c'est parce que les Burundais savent que les Rwandais sont des fauteurs de troupes. Quand je dis Rwandais, c'est pas le peuple, c'est le gouvernement rwandais. Et le Burundi a déjà expérimenté ça en 2015, lorsque le Rwanda s'est servi de la crise interne au Burundi pour essayer de déstabiliser le régime en place. Donc le Burundi a une histoire avec le Rwanda. Il n'y a pas un pays dans cette région-là des Grands Lacs qui n'a pas eu maille à partir avec le Rwanda de Kagame. Même l'Ouganda, qui a été l'allié historique du Front patriotique rwandais, donc le parti au pouvoir à Kigali, le parti de Kagame, a eu maille à partir avec Kagame. Le Burundi, c'est la même chose. La RDC aussi, la Tanzanie aussi, à un moment donné. Donc, le Kagame est un fauteur de troubles. Et donc, le Burundi est aujourd'hui le seul pays de la région qui est ouvertement hostile au Rwanda et qui soutient la cause de la RDC, non pas parce qu'ils auraient des accointances, les dirigeants du Burundi, avec
les dirigeants du Congo. Non, c'est parce que les Burundais comprennent qu'après la RDC, si la RDC venait à Hmm. s'effondrer, la prochaine cible, ce sera le Burundi, leur pays. C'est pour ça qu'ils préfèrent stopper ça, stopper l'hémorragie à partir de la RDC pour éviter justement que le cancer ne puisse toucher aussi leur pays. C'est un cancer qui est dans un corps qui est la région des Grands Lacs et qui risque de se métastaser et qui a le Congo comme point de départ. Et c'est ça, c'est ce cancer-là que les Burundais veulent stopper à partir de la RDC avant que ça n'atteigne leur pays. Et les déclarations du président Ndayishimiye, le président de Burundi, devant le corps diplomatique était clair à ce sujet. Il a bien dit qu'on sait qu'il déstabilise les autres pays de la région. Qui est fauteur de troubles ici, c'est le Rwanda. Et donc, nous, on ne va pas se laisser faire. Quand il dit nous, il ne parle pas du Congo, il parle de son pays. Anticipant anticipant le fait que après la RDC, peut-être que le Burundi serait aussi touché. Parce qu'il faut quand même le dire, en RDC, vous avez plusieurs entités qui se battent là-bas. Vous avez le Rwanda qui instrumentalise le M23 et d'autres petits groupes qui, eux, combattent des rebelles burundais instrumentalisés par le même Rwanda, des rebelles burundais qui ont le regard braqué sur le Rwanda, leur pays d'origine. Donc, et qui sont aussi instrumentalisés par le Rwanda. Donc, vous avez beaucoup de petites milices comme ça, de groupes armés qui sont instrumentalisés par les pays de la région, qui se font la guerre au Congo par proxy interposé. Alors, aujourd'hui, l'implication du Burundi est-elle déjà militaire? Oui, oui, elle est très militaire. Le Burundi a déployé des milliers d'hommes à l'est du Congo. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas parce qu'il y a quand même une chaîne de commandement. C'est d'abord les Congolais qui doivent... les Burundais viennent soutenir les FARDC. Ils ne viennent pas se battre à la place de l'armée congolaise. Donc, on peut pas dire que oui, mais les Burundais, oui, non, c'est pas leur devoir de se battre pour les Congolais, pas plus que les forces des pays de la SADC, de l'Afrique du Sud ou de la Namibie. Il appartient d'abord à l'armée congolaise de défendre l'intégrité territoriale du pays et les autres viendront en soutien. En 2012, lorsque les forces armées congolaises ont vécu le M23, elles étaient soutenues par la brigade spéciale de l'ONU qui les accompagnait. C'était d'abord les Congolais qui étaient euh, au devant de la bataille. C'était eux, c'était pas les forces de l'ONU. Et les forces de l'ONU étaient en soutien, mais c'était les Congolais qui étaient en avant-poste. Et donc, je pense que les Burundais, c'est aussi la même chose. S'il y a une défaillance importante du côté congolais, il sera difficile pour les Burundais de relever le défi que pose le M23 et l'armée rwandaise. Alors, l'Union africaine, à quoi elle sert? C'est une rien, à part à faire de communiquer et à organiser des sommets. L'Union africaine ne sert à rien. Je ne sais pas si vous connaissez une crise que l'Union africaine a réussi à régler de manière correcte, convenable. Non, on a vu les limites de l'Union africaine au Sahel quand même. Donc aujourd'hui, ce sont des alliances entre États comme ça, comme l'AES, ce genre de choses, qui permettent peut-être de régler, de gérer certaines crises. Mais l'Union africaine en elle-même est une entité vide de sens. L'Union africaine de peuple fonctionne, mais l'Union africaine des États et des chefs d'État n'est pas fonctionnelle. Est-ce que tu fais donc partie des gens qui pensent que l'Union africaine devrait se doter d'une armée qui interviendrait dans ce genre de conflit? Je crois que ce serait une bonne chose, mais euh, encore faut-il définir les règles d'engagement. Encore faut-il définir les règles d'engagement parce que si on n'est pas capable de gérer des petites crises au niveau régional ou sous-régional, je ne pense pas qu'on arrivera à gérer des grosses crises. Et donc, même si on met en place une armée africaine, ce sera quoi les règles d'engagement? Les gens vont se positionner en fonction des intérêts de leurs pays respectifs. C'est comme les troupes de maintien de la paix, hein. Ils vont maintenir la paix, mais officiellement, c'est pour maintenir la paix. Mais en réalité, ils n'ont jamais réussi à le faire. Le Rwanda en est un exemple. Quand vous prenez la crise rwandaise de 94, il y avait quand même une mission des Nations Unies qui n'a rien fait, qui au moment du génocide a été retirée, a été réduite, dont l'effectif a été réduit au moment du génocide à la demande expresse des États-Unis, qui voulaient que Kagame s'empare du pouvoir avant de demander à ce que la même force des Nations Unies soit renforcée par la suite. Lorsque les États-Unis et les Britanniques se sont aperçus que Kagame était en position de force pour s'emparer de la capitale Kigali en juillet 94. Si vous remontez en 60, au moment des indépendances, la première mission importante des Nations Unies au monde, c'était au Congo. C'était l'ONU. Elle n'a rien fait, bien au contraire, certains de ses officiers ont participé à l'assassinat de Lumumba. Je l'explique dans mon premier livre comment un officier canadien, le lieutenant-colonel Berthiaume,
avait aidé les hommes de Mobutu à capturer Lumumba pendant sa cavale. Si vous allez en Côte d'Ivoire, on a vu ce qu'a été le rôle de la mission des Nations Unies là-bas. Donc, des missions dans lesquelles, comme les forces de maintien de la paix, dans lesquelles on trouve quand même des troupes africaines la plupart du temps, hein. C'est quand même important de le rappeler. Alors, si l'Union africaine, qui est déjà politiquement vide de sens, décidait aujourd'hui de mettre en place une force militaire pour intervenir dans des zones de conflit, dans des théâtres des atrocités, pensez-vous que cette force-là sera capable de relever le défi alors qu'on a déjà une entité politique qui la commande et qui est elle-même déjà moribonde? Alors, aujourd'hui, l'une des choses que le président Kagame disait, c'était que la position de la RDC est assez problématique parce que, alors même qu'on se réunissait au sommet, le président congolais était au Tchad pour chercher des armes. Vrai ou faux? Mais c'est pas faux. Mais c'est là où je dis qu'il y a un problème de lisibilité, de sérieux. Moi, je peux critiquer le président Kagame, mais je ne peux m'empêcher de regarder avec beaucoup d'étonnement ce que fait le président de mon pays d'origine, quand même. Je ne peux m'empêcher de le faire. Je ne peux m'empêcher de faire cet exercice-là. Qui peut comprendre qu'un président, le président d'un pays agressé, dont d'une partie du territoire est occupée, refuse, qui peut comprendre que ce président-là refuse de se rendre dans un sommet régional qui parle de son pays, mais préfère aller chercher des armes ailleurs? Personne ne peut comprendre ça. Et puis, il n'y a pas de cohérence dans la position de la RDC. Parce que je rappelle que la SADC, la RDC est membre de la SADC. La RDC est membre de l'EAC. Et les deux organisations régionales discutent de la question, de la question congolaise. Donc, l'un des membres qui est, de la RDC qui est membre. Et la RDC le président préfère ne pas aller pour aller demander des armes au Tchad, avec lequel la RDC n'a pas de partenariat, un accord de défense ou de sécurité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Et puis, quel message est-ce que M. Félix Tshisekedi envoie à ses homologues de l'EAC et de la SADC? Quel message est-ce qu'il envoie à Peut-être, l'Afrique du peut-être Sud? qu'il a déjà épuisé les voies et recours. Peut-être que ce Oui, qu'il a mais, reçu de ces pays n'est pas suffisant. oui, mais si c'est pas L'armée suffisant, tchadienne est reconnue pour être l'une des plus efficaces et une armée de terrain sur le continent africain. oui, mais bon, ok, combien d'armées doit-on déployer en RDC pour ramener la paix contre le petit Rwanda et ses supplétifs de 23? Combien d'armées? Parce que nous avons les Sud-Africains quand même qui sont là. Les autres sont là. Avant les Sud-Africains, les Namibiens, les autres, il y avait les pays de l'EAC, le Kenya et tout le reste. On leur a demandé de partir. Déjà, sur le plan de l'image, c'est pas bon. Ça montre qu'il y a un problème dans le chef des dirigeants congolais, en commençant par M. Félix Tshisekedi. C'est comme un homme qu'on voit changer de femme tout le temps. À un moment donné, les gens vont poser la question, savoir, mais est-ce que ce sont ces femmes-là qui sont toutes mauvaises ou il n'y a pas, y a pas un problème de ton côté? Au moment où tu es en dispute avec une de tes femmes, tu cours déjà chercher te confier chez une autre femme ou chez la femme du voisin ou chez une femme qui est ta voisine en disant, mais j'ai un problème avec ma femme. Et à un moment donné, les gens finissent par se dire, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est ça tout le problème. Est-ce que tous les pays qui sont intervenus en RDC, auxquels la RDC a fait appel, sont-ils mauvais? N'y a-t-il pas peut-être de problème du côté congolais? Parce que moi, quand j'écoute beaucoup d'Africains qui commentent l'actualité congolaise, je vois une constance qui revient. C'est la responsabilité du président Tshisekedi dans ce qui arrive. Personne ne comprend sa posture. Et le pire, c'est qu'il est très mal entouré, ça c'est connu de tout le monde. Maintenant, lui-même, qui décide de ne pas se rendre dans un sommet régional, je peux comprendre qu'il soit en colère. Que la SADC et l'UAC les déçus, ça, je peux comprendre ça. Mais n'est pas là ce sommet, assisté par vidéoconférence pour courir au Tchad pour demander de l'aide, ça surprend. Pire, on nous dit aujourd'hui que le président s'apprête à aller à un sommet, à un événement en Allemagne dans lequel qui n'implique même pas la RDC. Donc, sur ce qui concerne ton pays, tu n'y vas pas. Mais ce qui se passe en Occident, je ne sais où, et qui concerne l'Occident, tu y vas. Ce sont ces incohérences-là, c'est cette illisibilité-là qui est difficile, qui sont difficiles à comprendre. Et au final, c'est la diplomatie congolaise qui en pâtit parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la parole de la RDC n'est plus entendue. C'est ça la réalité.
La diplomatie congolaise n'est pas crédible aux yeux de personne. Le communiqué de l'EAC et de la SADC, le communiqué de l'Union européenne, tous les communiqués qui se succèdent nous emmènent à la conclusion que le Congo n'arrive pas à convaincre de la justesse de sa cause. Pourquoi? Parce qu'il a un président qui ne semble pas comprendre l'articulation de la diplomatie sur le plan international ou même régional, avec comme conséquence l'isolement non seulement de la RDC, mais aussi de lui-même, M. Tshisekedi, sur la scène africaine, mais aussi sur la scène internationale. Très bien. Euh, Quand on t'écoute, on a l'impression que les choses sont quand même très mal parties. Si le président congolais Pardon? n'est pas... Quand on t'écoute, on a l'impression que les choses sont très mal parties. Parce Non, que du coup, la dernière question, c'est comment expliquer que C'était ça la question aussi. Comment le petit Rwanda, parce qu'en plus, ce n'est même pas toute l'armée rwandaise qui est dans la zone, comment le M23, qui a des soldats, peut-être qu'il y a des mercenaires dedans, mais comment ils parviennent à prendre une ville comme Goma aussi rapidement? On sait qu'ils, enfin, je veux dire, certains disent qu'ils vont aller un peu plus loin, ils vont continuer de progresser. Comment ça se fait que ce soit aussi facile? en fait, le premier problème, c'est au niveau de la gouvernance, la corruption au niveau de l'armée, la désarticulation. C'est une armée en pleine déliquescence, hein, l'armée congolaise. Il ne faut pas voir le nombre de personnes qu'on cite. C'est une armée en pleine déliquescence. On a même fait appel à des mercenaires qui ont fui à la première occasion, simplement parce qu'ils sont aperçus que l'état-major avait fui. Oui, oui, mais il faut dire la vérité. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez le problème de la gouvernance et de la corruption. Vous avez le problème de l'infiltration de l'armée, comme je l'ai dit. Kagame a réussi à peupler l'armée congolaise d'obligés. Donc, des gens qui, à travers les différentes, soi-disant, rébellions, donc les entités militaires rwandaises, ont injecté leurs hommes dans le cadre de processus de brassage et de mixage en vue de former une armée nationale. Donc, toutes ces entités, soi-disant rebelles, ont réussi, à travers les différents processus de mixage et de brassage, à injecter leurs hommes au sein de l'appareil civil et militaire congolais. Ce qui fait que l'ennemi, le ver est dans le fruit, donc le pays, l'armée est rongée de l'intérieur, en partie. Et puis, troisièmement, il y a aussi le fait que il y a un phénomène que j'ai relevé il y a 2 ans, qui est celui de la tribalisation de l'armée. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il se méfie beaucoup de l'armée qu'a laissé M. Joseph Kabila, son prédécesseur. Donc, il va procéder, comme on le voit souvent dans la plupart des États d'Afrique subsaharienne, à une tribalisation de l'armée. C'est qu'il a injecté un certain nombre de gens de sa tribu dans l'armée, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais ça devient un problème lorsque cela se fait au détriment de l'armée même que ces gens sont censés servir. C'est-à-dire qu'il a mis en place une sorte d'armée numérique, pardon, une armée parallèle à l'armée officielle qui doivent défendre les intérêts du régime, donc de son régime. Cela a contribué à fragiliser davantage l'armée qui est déjà phagocytée par des éléments rwandais qui le contrôlent ou en tout cas l'instrumentalisent de l'intérieur en donnant des informations à l'ennemi. Donc cet ensemble d'éléments permet de comprendre la difficulté de l'armée congolaise à relever le défi que pose aujourd'hui le M23 et l'armée rwandaise. Vous ne pouvez pas vous battre au front vous ne pouvez pas aller au front avec des matériaux du matériel pardon, totalement désuet. Vous avez faim. Moi, je parlais pendant la bataille de Goma, j'étais en contact avec un certain nombre d'officiers, un qui me disait que, écoute, je suis avec 30 de mes petits ici, on doit partager 8 pains et 4 à 5 boîtes de sardines. Et il me disait à la fin, je ne peux pas laisser ces jeunes aller mourir pour rien. Donc, certains ont déposé tout simplement les armes parce que c'était suicidaire de faire ce travail-là. Moi, je soutiens aujourd'hui les forces armées congolaises. Je ne peux pas dire aujourd'hui, oui, les FARDC, allez vous battre quand je sais qu'ils n'ont pas les moyens pour relever ce défi que pose l'ennemi aujourd'hui. Il faut être sérieux, c'est suicidaire. Et comme l'a dit un ancien député proche de Félix Tshisekedi, mais ce ne sont pas nos enfants qui vont mourir là-bas. Ce sont les enfants des autres et généralement les enfants des pauvres. Et aujourd'hui, on fait un recrutement massif en RDC alors que l'armée est censée avoir 150 000 hommes face à l'armée rwandaise qui compte 35 000 hommes. C'est pas sérieux tout ça. Donc, au lieu de recruter davantage, il faut améliorer les conditions de vie des militaires, leur montrer que l'État se soucie d'eux. Bon, lorsqu'un proche du président de la République, lui, se permet de détourner les fonds destinés à l'armée, il le détourne
Il n'est pas sanctionné. Que doivent penser les militaires qui sont au front? Il y a des tu penses militaires, à qui? euh, le, 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 celui qui est le patron de la maison civile. C'est reconnu C'est ça, lui. qu'il a détourné, qu'il a fait un Oui, détournement? oui, c'est reconnu. C'est La public. corruption dans l'armée. Vous savez, au Congo, la corruption, c'est devenu une seconde nature. C'est même devenu culturel, si vous voulez. Vous avez des détournements, des montants que vous, dans les pays qui bouffent le CFA, vous n'avez jamais entendu, hein. On vous dit que le monsieur a détourné des dizaines de millions de dollars destinés à des mercenaires blancs. Bon, déjà, prenons le cas de mercenaires. Vous payez 6 000 à 8 000 dollars par mois à un mercenaire blanc et à un militaire congolais, vous donnez 60 à 100 dollars. Et vous voulez que ce militaire-là défende la patrie face à une armée rwandaise bien équipée, bien formée? C'est pas sérieux. Nous devons faire ce travail d'introspection en tant que Congolais. Et je le dis en toute objectivité. En étant très critique du Rwanda, je ne cesse de dire que le problème majeur, c'est en RDC même. Bien sûr. Aujourd'hui, les proches du président détournent de l'argent. L'armée est totalement. Quand vous voyez les militaires congolais, vous dites, mais ceux-là ne peuvent pas faire la guerre. Vous avez des généraux. Le général se vante, qui est pasteur en passant, et vous savez ce que je pense de ces gens-là, de ce vendeur de sommeil. Le général est pasteur. Il a un gros ventre, tu te demandes si lui peut sauter un mur. Le type arrive, il vous dit, il vous dit, oui, vous savez, moi j'adore le président de la République, il m'a il m'a nommé général. Et d'ailleurs, en 2 ans, je suis passé de général, je ne sais pas, de division à général, je ne sais quoi. C'est un militaire qui parle comme ça. Et vous avez l'impression d'avoir affaire, en fait, à des commerçants. Mais comment voulez-vous relever le défi? Ouais, Moi, je suis il une n'a pas force compris armée. les Je enjeux, ne quoi. peux pas aujourd'hui dire, pardon? Il semble ne pas avoir compris les enjeux, oui. Non, non, mais ils ne sont même pas conscients de ce que ça représente. Je n'ai jamais vu un militaire comme ça. Et quand vous voyez les généraux congolais, vous vous posez la question de savoir si ce sont des pasteurs ou des artistes. Et tout ça permet aussi de comprendre dans quel état aujourd'hui. L'armée est à l'image de l'État, qui est dans un état de déliquescence accélérée. Et pour rectifier le tir, il faut commencer par mettre fin à toutes ces pratiques de gouvernance qui posent aujourd'hui problème, tant au niveau civil qu'au niveau militaire, parce que nous avons les renseignements qui ne sont pas fonctionnels aussi. La guerre se fait avec le renseignement. Le renseignement militaire, vous mettez un officier qui lui passe son temps à traquer les opposants. Bah, comment voulez-vous gagner la guerre? Les officiers supérieurs ont déserté le champ de bataille et ont laissé les militaires, les jeunes militaires sur place, seuls, face à l'ennemi. Ça ne se fait pas. Vous voyez? Donc tout ça aussi permet de comprendre ce qui arrive. On peut reprocher des choses au Rwanda ou à ses soutiens, mais on peut pas rester les yeux fermés face à ce qui se passe du côté congolais. Et donc, il faut une restructuration au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité. Il faut une gouvernance responsable, tant au niveau civil qu'au niveau militaire. C'est seulement comme ça qu'on peut renverser le rapport de force sur le terrain militaire parce que, comme je le dis toujours, ce n'est pas le Rwanda qui est fort, c'est la RDC qui est faible. Et l'armée congolaise a prouvé plus d'une fois qu'elle pouvait relever ce défi. Je rappelle une chose, hein, à l'époque du Zaïre de Mobutu, lorsque Kagame a attaqué le Rwanda, c'est l'intervention des troupes zaïroises qui a permis à l'armée rwandaise de chasser. Ce sont les troupes de Mobutu qui ont chassé les hommes de Kagame jusqu'en Ouganda d'où ils étaient partis. C'est la même armée, mais aujourd'hui qui a été délaissée par des politiciens qui sont prompts à défendre leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation. Et je vous dis, hein, retenez ça, hein, un mercenaire, vous lui donnez 6 à 8 000 dollars par mois, et le militaire congolais, celui qui est dans ses veines coule le sang du Congo, là, l'avenir du Congo, lui, vous lui donnez 60 à 100 dollars américains par mois. Qui peut comprendre ça? Ça veut dire que même les autorités du pays ne semblent pas avoir confiance dans leurs propres forces armées. C'est cela que ça signifie. Si vous pouvez dépenser autant d'argent pour donner à des mercenaires qui, à la première occasion, d'étaler, parce qu'aucun mercenaire, moi je n'ai pas vu de mercenaires tués là-bas. Par contre, les militaires congolais ont été tués en masse.
Regardez, Effectivement. on peut en rire, hein. Allez simplement regarder les bottes des militaires congolais. Semelle finie. Tu te dis, mais comment le type là va marcher dans la brousse là pour aller défendre son pays? Mais les pasteurs du président, les hommes du président, nos généraux avec des ventres bédonnants, tout ça, eux là, ça va. Eux, ils sont bien. À qui la faute? Ce n'est pas la faute du Rwanda. Le Rwanda n'interdit pas à la RDC de bien traiter son armée. Merci beaucoup, Patrick, une fois de plus, pour ta lecture des événements. On reviendra certainement sur cette actualité parce qu'il y a encore forcément beaucoup de choses à dire. C'est une crise Tu as vu pour qui... l'Ukraine, Oui, oui, oui. je Oui, t'avais dit. on devrait faire un point dessus. Maintenant que Trump est aux affaires, Mais tu avais... surtout que Oui. j'avais dit que c'était fini ça, depuis. Qu'est-ce qui Dans était fini? l'émission qu'on a. Non, j'avais dit que la guerre était déjà perdue pour les Ukrainiens et qu'avec Trump, ça allait être simplement l'officialisation de la défaite militaire C'est vrai de que l'OTAN. depuis qu'il est là, on entend moins les présidents occidentaux faire beaucoup de tapage et de menaces vis-à-vis de Vladimir Non, Poutine, hein. parce que le problème est que c'est une guerre qui a été très médiatisée, avec beaucoup de propagande, parfois en totale déconnexion avec la réalité du terrain et des faits. C'est ça qui s'est passé. On sait que c'était, moi j'ai dit, il n'y a jamais eu de guerre entre l'Ukraine. En fait, bon, oui, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais en réalité, c'est une guerre. Je propose qu'on fasse une vidéo dessus, mise à jour, Exactement. et qu'on laisse le sujet RDC comme bascule dans une prochaine vidéo pour parler euh, de l'Ukraine, de la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut en tirer. Les amis, on arrive au terme de cette deuxième partie. Certaines personnes m'ont dit, mais je pense que tu verras ça, hein, que oui, j'invite toujours Patrick Beko, et il est contre le Rwanda, il faut lui ramener une opposition. Mais les amis, je pense que Patrick a déjà dit ça à plusieurs reprises, moi aussi. Si vous Moi, avez des j'ai dit à personnes plusieurs reprises, qui veulent j'attends quelqu'un discuter, bien sûr, qui vienne, qu'on débatte devant le public, ce sera intéressant. Le public va se faire sa propre opinion. Moi, j'insiste. Moi, je lance un appel aujourd'hui. Je le fais même à ta place. Je demande à tous officielles. les Rwandais de Kagame. Je veux même que vous soyez même 10 contre moi-même. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vous convie à une discussion civilisée sur cette question. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Il faut toujours être humble devant la connaissance. On n'a pas la science infuse. Mais je suis ouvert à la discussion. Je le dis toujours. Mais je sais aussi au fond de moi qu'ils ne viendront pas parce que je les connais, la plupart de ces gens-là. Mais moi, je serais content que Philippe ou n'importe qui puisse organiser un vrai débat sur la question des Grands Lacs, ces enjeux-là, et puis on va en débattre. Ce Donc, si sera vous bien avez pour... quelqu'un, un challenger, quelqu'un d'intéressant, contact@investiropayes.com. Et bien évidemment, Ouais. vous nous soumettez la candidature et on va l'étudier. Et bien évidemment, on va organiser la discussion pour enrichir le maximum de nos auditeurs. Merci beaucoup, Patrick. Et on se retrouve pour une prochaine discussion sur l'Ukraine. Les amis, dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ciao.